Force 12 PA1, la chaîne préférée de tous mes copains. Bienvenue sur Force 12 PA1, aujourd'hui Radio Princesse en duo, car j'ai l'honneur d'avoir avec moi... Letus, bonjour à tous. C'est Letus. Salut, c'est Letus, comment tu vas? Bah ouais, super bien. Il me semble que là, la prochaine fois, on est déconfiné. Ça confine? C'est la fin du confinement? Bah à voir, hein, ils vont nous reconfiner si ça se trouve. Ouais, surtout toi. Ah oui. Je vais appeler Philippe, je vais dire écoute-moi bien, le petit Célétus, avec ses loups, il fait des choses pas très jolies. Je vis déjà confiné, Alors, j'ai l'honneur de t'avoir avec moi, car on va parler d'un tournoi que tu as fait donc au mois de février, c'était le GT Prague Open, c'est ça? C'est ça, il s'est déroulé... Vas-y. Alors, je sais pas, c'est moi qui fais l'introduction. Vas-y. Bah, du coup, ouais, le GT Open de Prague, il a été fait, logique à Prague, à l'hôtel Blajimska. D'accord. Et c'était le 22-23 février, oui, c'est ça, tout un week-end. Ok. Franchement, super event. Et il y avait énormément de jeux de plateau qui venaient de la gamme Game Workshop. Ouais. Alors, il y avait... alors c'était la première fois qu'il y avait du Warhammer Underworld, d'ailleurs. Ouais. Première fois. Ils incorporaient ça à leur Open. Et sinon, les main events, c'était 40K et Age of Sigmar. Sinon, à côté, en side event, il y avait du Blood Bowl. Donc c'était d'ailleurs c'est marrant, ça. Les tables à côté. Ouais. Et sinon, dans une petite salle de l'hôtel, il y avait du Kill Team. Voilà, du Kill Team. C'était assez marrant, ils étaient une dizaine de joueurs d'ailleurs, je crois. Ok, donc un event Games Workshop. Et c'était sponsorisé donc par GameMat.eu, donc c'est un gros magasin en ligne de tapis, hein, ils font des tapis. D'ailleurs, je sais pas pour leur faire de la promo, mais il me semble que je crois que même moi j'ai un tapis GameMat chez moi. Il me semble. C'est vrai? Ouais, je crois. Donc bon, c'est cool quand même. Pour la partie Warhammer Underworld, vous étiez combien de joueurs? Alors, pour Warhammer Underworld, je sais que de base ils voulaient être 40, mais ils ont vu qu'ils avaient un petit peu plus de place et il y avait des joueurs sur place qui étaient chauds, entre autres, de jouer, qui avaient leur truc, et du coup, bah, on est passé à 44. Donc, 4 petits joueurs en plus. Ok. Sympa, comme putain, ouais, franchement, nickel. Alors, c'était bien parce qu'il y avait de la table et vraiment de la place pour jouer. Il n'y avait pas de soucis, genre, les petites boîtes, bim, on les met sous la table parce que il y a notre partie qui se déroule à côté. Alors attends, parce que c'était vraiment bien. On peut montrer, donc tu m'as envoyé des photos, donc on peut voir à l'écran. Ouais, que quand même vous étiez assez à l'aise. Hein. Alors pourquoi Prague? Pourquoi aller si loin pour faire un tournoi européen comme ça? Parce que c'était pas officiellement un grand clash, donc c'était un gros tournoi quand même, il y avait un gros cash prize, mais donc il n'y avait pas de kit grand clash. Alors pourquoi Prague en fait? Alors pourquoi Prague? Bah tout simplement, moi j'ai de la famille à Prague. Ouais. J'adore Prague. Et ensuite, bah c'était un moyen entre autres de faire un voyage tout seul. Ouais. Pour une fois. Je suis allé retrouver mon oncle. Du coup, je suis allé un petit peu rester chez lui. Je suis resté chez lui. T'as profité du voyage pour aller voir la famille, quoi. C'était aussi pendant mes vacances scolaires. Ouais. Du coup, bah, j'étais plutôt bien et bah, on a fait des tonnes d'activités. Et du coup, pendant ce week-end, il y avait ce tournoi. Eh ben ouais, carrément, super. Alors, on va parler rapidement de ton deck. Donc, tu as été avec des loups, des ripas. C'est ça. Ah, juste avant aussi, chose très importante, lors de ce tournoi, il y a eu l'usage de la cloque aussi. Ah! Chose que tu voulais mettre dans tes tournois. Alors, quand tu dis la cloque, c'est quoi? C'est que vous étiez chronométré chaque tour ou... Pardon. Ouh là là, je fais des bêtises. Comment ça se passait? En fait, alors je sais pas si on la voit sur l'une des images, mais il y a un endroit. Alors si. Alors passe les photos que je t'ai envoyées. Ouais. Tu verras à un moment donné, il y a une table entre autres centrale qui est entre autres le QG de l'arbitre. Et derrière, dans la partie Warhammer Underworld. Comment? Dans la partie Warhammer Underworld. Oui, c'est ça.
Je vois, il y a un tableau blanc. Il y a un tableau blanc et en fait, il y avait un projecteur qui Ouais, normalement d'accord. projetait le timer. Et en Ok. même temps, de toute façon, Un peu, l'arbitre avait le timer dans les mains. bah, un peu ce qu'on Euh, avait dans le Grand Clash en Allemagne. oui, c'est ça, même type que Clash en Allemagne. Alors, en début, oui, au début du jour 1, l'arbitre était là, genre, oui, bon, faut vraiment respecter la clock, Ouais. comme ça, tout le monde pourra partir à l'heure et il n'y aura pas de soucis. Bon, il y a eu quelques problèmes avec quelques tables où les parties, bah, il y Ils en ont un a peu une qui débordé, a quoi. duré 20 minutes de plus, Ah ouais, quand mais même. c'était. Ouais. Et ce qui allait encore, c'est que c'était juste avant la pause déjeuner. Du coup, D'accord. c'était entre autres admis, ça ne dérangeait pas grand monde. Par contre, toutes les parties qui étaient. Qui devaient s'enchaîner avec une autre partie, là, ils cutaient et du coup, Ouais. tu comptais les points, même si il restait peut-être un round encore à faire. Ok. Bah ok, super. Et c'était des rondes de combien de temps alors? Ah oui, oui, c'est vrai. d'1h30, tout simplement. Ah ouais, ah ouais, donc c'est chaud quand même. Oui, 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 mais en vrai, dans ce tournoi-là, il y avait des joueurs qui étaient habitués à faire des tournois. Du coup, bah, il y a eu il y avait la team polonaise qui était là. Donc, on peut Ouais, voir d'ailleurs je vois un sur les maillot là photos, il y justement en a là. qui avaient le maillot de la team Ouais. polonaise. Il y avait la team tchèque aussi. Ouais. Il y avait beaucoup d'Allemands qu'on avait vu au grand skirmish de Mhm. 2019. C'était là en plus. Donc, tu risques de reconnaître quelques personnes du Sur les grand photos, skirmish sur les photos. je vais C'est essayer. plutôt sympa de les revoir d'ailleurs. Je crois que lui là, on l'avait vu. Ok. Alors, Voilà. et donc, c'était combien de rondes le samedi? Le samedi, en tout, il y avait 4 rencontres. Voilà, c'était ça. 4 rencontres. Il y avait enfin, sur Dekers, on voit une cinquième, mais je crois que c'est une erreur de D'accord. l'arbitre, mais de toute façon, ça a été réglé. Ça donne Donc plus un à c'était tout le monde 4 rondes le samedi pour changer. atteindre un top 8 le dimanche, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc le top 8, ensuite, il était pris. Et le dimanche, bah, ce top 8, entre autres, se rencontrait pour ensuite faire le top 3. Alors qu'est-ce qui Du coup, devenait les autres souvent, joueurs le dimanche? Les autres joueurs qui n'étaient pas dans le top 8, il y avait quoi? Il y avait un side event? alors à côté, oui, il y avait un side event. Alors c'était du BO1. Mhm. Et en vrai, je me suis pas énormément intéressé au Oui, side bah event. ouais, tu m'étonnes. C'est juste que c'est du BO1 et que je crois que le premier joueur, c'est le même Polonais que la dernière fois qui jouait les Banshee d'ailleurs. Alors, oula, info précise, il faut vérifier ça parce que Oui, après, bon, je c'est suis même pas... pas sûr. Non, mais c'était juste par On va curiosité regarder pour savoir ça. qu'est-ce qu'ils faisaient les autres joueurs le dimanche, tu vois. Je trouve ça toujours un peu dommage de faire un side event. Ouais. Bah, d'ailleurs, oui, c'est ça, il y avait 6 personnes, du coup on était 44 le Mhm. jour 1 pour le gros event. Il Ouais, y a du coup le lendemain l'event qui se poursuit avec les 8 premiers joueurs, et à côté le side event qui était composé de 30 joueurs. Du coup il y a 6 joueurs qui sont entre autres partis. Malheureusement, bah bon, ça se c'est pas comprend, grave, hein. 30 joueurs ça reste beaucoup quand même. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et, ouais. Du coup, c'était du BO1 sens unique. Et on voit que, bah oui, bah, c'est Banshee qui a gagné. Et je reconnais le mec de la team polonaise, ouais. Il a dû s'amuser, hein. Ouais, il a fait un bon score, hein. 0 lost, ouais, c'est ça. Ah ouais. Non, bien joué à lui, un boss. Est-ce qu'on peut parler de tes ripas, du coup? Et oui, oui. Alors, j'imagine, ta question, ça va être pourquoi j'ai pris Ripa Ouais, déjà. pourquoi ripas? Donc je crois, rappelle-moi, mais tu les avais déjà joués en Allemagne, tes ripas? C'est ça, du coup, en Allemagne, donc, alors, oula, est-ce qu'on sait les dates du grand skirmish? Oh, Parce que moi, je me c'était au souviens mois de plus. novembre, je crois, non? Mois de novembre. Bon, en Je, tout cas, je c'était crois, ouais. au moment de la sortie des RIPA. Donc, Ouais, ah oui, le grand skirmish avait lieu une semaine après la sortie des RIPA. Du c'est coup, pas écrit sur franchement, le la site de bande était Games vraiment Workshop. nouvelle. Non. En tout, je m'en souviens, dans le grand skirmish, il devait y avoir 3 RIPA. Moi, Martin
et un autre mec qu'on connaît pas. Ouais. Et oui, du coup, moi j'étais venu avec un ripa agressif, donc entre autres le prototype de l'agression. Et du coup, j'avais créé un deck qui avait fait une bonne performance parce que le jour 2, bah, j'étais quand même rentré dans le top 18 et du coup, bah, après, je crois que tu en avais déjà parlé au Grand Ouais. quand tu as fait une vidéo sur le Grand Star Niche, mais voilà, on a dû partir plus tôt parce que Ouais, ça ne puis servait à rien. il y a eu Mais pas mal de drama sur ce tournoi. c'est ça, on voulait rentrer chez nous aussi. Ouais. Ouais, et du coup, ouais, bah, c'est là qu'est né entre autres notre prototype d'agression. Et là, avec les 2 nouvelles extensions, j'ai pu améliorer le deck. Ouais. Alors, je sais pas si tu l'as affiché sur l'écran, moi je l'ai devant moi en Si, tout cas. c'est bon. Tu as donné ça, et du coup, bah, ça s'est plutôt bien passé. Alors, je vais le zoomer. Risque calculé, Combination Strike, Enflammé, Opening Gambit, Cruel Hunters, Leading the Charge, Loaded with Plunder, No Mercy, Blaze a Trail. Alors attends, Blaze a Trail, je suis pas... Alors c'est un surge, score 10 immediately after an activation if each... Si chaque mec est dans un territoire ennemi et adjacent avec aucun fighters. Donc en fait, tes personnages doivent être dans le camp ennemi, tous tes Ouais. personnages, et ne doivent pas être adjacents à un ennemi. Du coup, bah, Assez facile, hein, on va pas se mentir. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, je t'ai tout envoyé en anglais, c'est parfait. Ouais. Gathering Momentum, Team Effort et Cover Ground, donc couvrir la distance. C'est ça, c'est ça. Du coup, attends, comment tu veux que... Bah, j'imagine, de toute façon, on va directement parler des objectifs. Hop, voilà. Alors, les objectifs, bah, très simple. Du passif et comment dire, enfin, de toute façon, il faut faire un deck où tu es sûr de marquer quand même des points. Ouais, Surtout que c'est obligatoire pour les ripas. Sans trop lancer de dés, quoi, en fait. Ce joueur risque calculé, enflammé, Blaze a Trail, Team Effort, Cover Ground, tout ça, t'as pas besoin de faire des attaques, en fait. C'est ça. Blaze a Trail, ouais, Gather and Momentum. Gather and Momentum et Cover Ground, il faut quand même des cartes où l'inspiration des personnages. Ensuite, Team Effort, bah, c'est parfait. C'est une nouvelle addition là, des dernières extensions. T'as juste à faire une action avec chacun de tes persos et bim, bah, tu gagnes un point en fin de phase. Ce qui est parfait, entre autres, parce que c'est un petit point gratos avec les repas. Carrément. En vrai. C'est ça. C'est ça. Bon. Donc, 6 immédiats qui sont très faciles à marquer, qui combattent bien avec là les gambits que j'ai mis dans le deck. Le plus souvent, je marque énormément de points qui permet d'aller chercher le Combination Strike, donc marquer 2 objectifs immédiats pendant cette action de phase, donc 2 points en plus. Ouais. En vrai, Combination Strike, je l'ai toujours marqué. J'ai jamais eu de mal à pas le marquer. Enfin, tu me comprends. Oui. Tu l'as toujours. Tu 100% de tes games, t'as scoré Combination Strike. Je dirais pas 100%, mais genre 95%. Il devait peut-être avoir une fois où je l'ai eu en main de départ, et là, en main de départ plus une autre carte fin de phase. Voilà, je comprends. Marqué, mais c'était même pas un souci parce que j'avais 2 cartes qui me permettaient de faire des points. C'était tranquille. Alors, si tu veux, on va dire sur ce deck. On va regarder vite fait les gambits. Mischievous Spirits, Spectral Wings, El Spectral, Commanding Stride, Narrow Escape, Vindictive Attack, Frenzied Search, Nightmare in the Shadow, Snare, Tracking et Distraction. Du coup, beaucoup de cartes qui permettent du positionnement, entre autres. Commanding Stride, vu que ton chef, entre autres, c'est celui qui va le plus tuer et qui a le profil le plus intéressant quand il est inspiré, tu veux qu'il soit dans la mêlée. Du coup, Commanding Stride, ça te permet de te mettre adjacent à un ennemi avant de faire ton activation. Ou au contraire, si jamais
ton boss il est dans le mal et que tu sens que le mec qui va vouloir le tuer et qui va marquer énormément de points, eh bien ça te permet de faire une retraite et genre derrière un mur ou quelque chose comme ça. Et franchement cette carte elle est plutôt bien tant que ton chef est vivant bien sûr. Sinon elle est totalement morte. Est-ce qu'on peut parler de Mischievous Spirits? C'est surtout une carte que tu as rentrée pour le match-up objectif, non? Oui, bah de toute façon, Mischievous Spirit, j'adore la jouer. Je la jouais dans mon deck Skaven de base. Bref. Et oui, bah c'est un deck qui permet de foutre en l'air le jeu Objo. Même si tu joues contre un joueur qui est habitué à être contré sur les Objo, normalement il a des cartes pour se remettre dessus. Ouais. Mais si tu le times bien, eh bien tu peux totalement ralentir le gain de points d'un deck Objo. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé contre le seul deck Objo que j'ai eu du tournoi, la finale. Mais j'en parlerai quand on abordera la finale. Ouais. Pas de spoil, s'il te plaît. Du coup, Spectral Wings et Tracking, donc deux cartes qui me donnent plus de mouvement et du coup qui permettent de scorer Gathering Momentum et Coverground, simplement. Narrow Escape, la carte tiers des Ripa, hein. Une très très bonne défense. Tu te prends une attaque qui doit, exemple, te tuer, Narrow Escape, tu réduis de 1 les dégâts reçus. Et voilà, t'es encore vivant. Et l'ennemi, il est dans la merde parce que là, tu peux l'attaquer. C'est souvent comme ça que ça se termine. Vindictive Attack, carte géniale. Tu as plus de dés sans malus. Et du coup, le plus souvent, tu l'utilises pour marquer Leading the Charge. Donc, marquer ceci immédiatement si ton leader réussit une action d'attaque lorsqu'il charge. Du coup, plus souvent, tu vas faire une charge quand tu as cette carte ou quand il est exalté. Frenzied Search, donc chercher frénétiquement, entre autres, j'ai compris qu'il fallait vraiment de la pioche. C'est au Grand Skirmish en Allemagne, ouais. J'ai vu que j'avais pas de moyen de piocher et du coup là je l'ai rentré dans le deck et là j'ai vu que ça a aidé pour le deck Ripa. T'as vraiment besoin de pioche, t'as envie de chercher les Spectral Wings, les Tracking, les cartes qui permettent de push si jamais le mec il est trop objo, ou les améliorations qui te permettent d'aller chercher le mec et de le détruire, quoi, tout simplement. Ça reste un deck aggro et ça a besoin de cartes pour réussir à faire son rôle. Voilà. Carrément. Étonnamment, ils ont rajouté dans leurs extensions une nouvelle distraction. Avoir une distraction, c'est très bien. En avoir deux, c'est encore mieux. Du coup, Nightmare in the Shadow, je l'ai directement mis. Ça permet de rapprocher un mec ou de rapprocher un ennemi d'un de mes alliés pour faire une action d'attaque sans avoir à faire de charge. Donc marquer un point de plus, ou même si j'ai le Trophy Belt dans les améliorations, gagner 2 points. Et aussi pour, entre autres, gâcher le positionnement de l'ennemi. Si je vois qu'il veut faire une charge avec un certain de ses pions, de ses héros, bim, je le push, il est dans la merde, je l'ai mis même dans une case létale, du coup je vais pouvoir le terminer parce que moi j'ai genre 7 minutes de mouvement et du coup je vais le détruire en fait. Non. Ok. Snare, carte qui est vraiment utile, surtout qu'elle est pas restreinte. Elle est pas restreinte, ouais. Étant donné que là les Ripa le plus souvent ils vont faire 2 de dégâts, avoir un moyen de faire un dernier point de dégâts, ça aide beaucoup pour terminer les ennemis qui peuvent être stratégiquement dangereux envers toi. Et du coup, c'est une grande aide en vrai. Donc, bim, tu attaques l'ennemi, tu lui infliges 2 points de dégâts, tu le pousses sur une case létale et en même temps tu fais snare, tu infliges 4 points de dégâts. Le plus souvent, tu peux tuer un Curse Breaker comme ça, ou un Stormcast, ou autre truc qui a 4 points de vie. Du coup, ça aide énormément. Voilà, je vais parler des Gambits, pas besoin de passer sur les améliorations. Yes, les amélios. Donc, Great Strength, Nullstone Sword, Sudden Growth, Prized Vendetta, Spirit Bond, Bonded, Embittered Survivor, Loping Strides, Survival Instinct
et Trophy Belt. Donc déjà on remarque que tu as tes deux cartes restreintes. Donc la croissance soudaine et le lien, le Spirit Bond. Ouais, c'est ça. Plus de points de vie, moins de mouvement et le Spirit Bond qui te donne tout le temps une assistance tant que l'allié en question est encore vivant. Ça aide vachement dans le deck de toute façon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la dernière restriction c'est risque calculé qui est dans le deck Objo. Calculated risk. Alors niveau des améliorations, force accrue, on veut faire troisième point de dégâts, ou sinon on veut le mettre sur Stabit pour faire son attaque circulaire. Donc, quand il est exalté avec sa lance, il a 3 épées, 1 dégât, et il attaque tous les ennemis qui sont à portée, donc à une case de portée, donc il fait vraiment un tourbillol. En plus, augmenter ses dégâts de 1, c'est vraiment bien, ça m'a même servi pendant, je crois, lors de 2 parties. J'ai pu faire énormément de dégâts à un Fundrick et aussi à un Ogre, grâce à ce combo avec Stabit qui a juste tué un Gnoblar ou le petit sergent des Fundrick, plus infliger des dégâts à un autre pion de mon adversaire. Donc vraiment utile. Ou sinon je le mets sur le chef pour faire le 3e point de dégâts et du coup terminer les adversaires qui sont plutôt mitigés au niveau des points de vie. En plus, la force accrue sur les ripas, en fait, c'est que non seulement tu buffes le gobelin, mais en plus tu buffes le loup, non? Alors non, pas du tout. Tu peux pas modifier l'attaque des loups. L'attaque des loups. Ok. Par contre, tout ce qui est Spirit Bond et Banded, donc je connais pas les traductions en français, vous irez voir sur Dakers. Ouais. Je vais pas vous la faire maintenant. Mais en tout cas, Spirit Bond et Banded te donnent une assistance pour tes attaques, et là par contre ça fonctionne. D'ailleurs, Pride's Vendetta aussi, ça te permet de relancer un dé, ça ne change pas l'attaque. Au contraire, ça va juste la rendre plus fiable. Tu peux pas rajouter plus de dés à ton attaque de loup, tu peux pas rajouter plus de dégâts à ton attaque de loup, mais tu peux la rendre plus fiable grâce à Spirit Bond, Banded et Pride's Vendetta. Donc c'est cartes à jouer entre autres dans un deck Ripa, c'est vraiment bien. Tu vas plus souvent quand ton Ripa est stuffé avec ces 3 améliorations, le plus souvent l'attaque du loup va passer de toute façon. Carrément. Il y a vraiment énormément de chances que ça passe. Je n'ai pas fait les statistiques, mais vous pourrez compter dans votre coin. Et avec la reroll et les assistances, ça passe. Le plus souvent. Nullstone Sword. Donc ça, c'est une carte qui permet en fait de donner l'attaque du chef entre autres à un autre de tes gobelins. Donc ça te permet d'avoir un deuxième chef entre autres. 3D marteau inflige 2 points de dégâts. Ça c'est la statistique d'attaque de ton chef quand il est exalté. Tu le mets sur un autre de tes gobelins, donc le plus souvent tu vas le mettre sur Min Eye, donc celui avec l'arc. Ouais. Et du coup tu peux aller chercher les ennemis, genre les petits fantômes qui ont 2 points de vie, ou les petits gnoblars, et termine, ou sinon tu infliges l'attaque du loup aussi. C'est très bien aussi contre les Cursebreakers, que j'en ai eu 2 fois aussi pendant ce tournoi, je crois. Du coup, tu reroll un dé lorsque tu fais une attaque contre un sorcier. Donc cette arme, pour moi, elle est vraiment importante à mettre dans un deck Ripa. Comme ça, tu es sûr d'infliger des dégâts, et ça te permet de marquer, exemple, No Mercy dans le deck objectif, qui te demande d'infliger des dégâts à un ennemi qui a déjà reçu des points de dégâts, donc qui est déjà blessé. Ouais. Du coup, ça permet de fiabiliser une attaque, quoi. Ouais. 3D marteau, c'est très 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 bien comme attaque. Tu rajoutes Spirit Bond et Banded, bim, t'as un très bon profil. Le plus 2 de points de vie et moins 2 de mouvement, vraiment bien. Moi je la mets parce que ça permet, exemple, de sauver un de tes gars qui est peut-être à la porte de la mort, parce que vu que tu as 3 personnages, c'est bien d'en avoir 3 tout au long de la partie. Et du coup, le plus souvent, je le mets sur un personnage ou qui va mourir et que je pense qu'il va encore servir, enfin que j'ai envie qu'il serve encore, parce que j'en ai besoin. Ou sinon, je vais le mettre, exemple, à un personnage qui est au milieu
du camp ennemi au milieu de tous les ennemis, et du coup bah, lui rajouter 2 points de vie, bah, c'est vraiment génial. Il a plus besoin d'avoir énormément de mouvements car tous les, tous les, tous les ennemis sont à côté. Du coup, bah, facile, tu mets 2 plus 2 points de vie et l'ennemi, bah, il est dans la merde, il va pas pouvoir le tuer tout de suite. Elle est vraiment bien cette carte. Pride Vendetta, bah, tu choisis un ennemi, tu vas pouvoir reroll tous les dés des actions d'attaque que tu vas faire contre lui. Donc fiabilisation d'attaque, no mercy et leading the charge, c'est très bien. Tu peux aussi tuer les chefs ennemis. C'est ce qui s'est passé contre un Fendrick. Je l'ai mis contre un mur. Du coup, il pouvait plus être repoussé. Du coup, il était piégé. Je rajoute Pride's Vendetta. Du coup, même s'il était exalté, il s'était mangé 5 points de dégâts, il était mort. C'était assez marrant. Unbeaten Survivor, bah, plus 1 point de vie, bah, ça permet de rajouter de la survie sur tes 3 gobelins sur le haut. Très, très important, je trouve, sans avoir de malus, donc plus 1 point de vie. Popping Strides, plus 2 de mouvement. Ça, c'est tellement fort. Le plus 2 en mouvement. Moi, c'est ce que j'adore dans certaines bandes, c'est le mouvement. C'est vraiment la caractéristique que j'adore. C'est hyper important. Et là, le fait que tu as 3 cartes dans ce deck qui te permettent de donner plus de mouvement, ça rend le Gathered Momentum et le Cover Ground plus puissant, tu vois, plus fiable. Tu vois, je suis presque sûr à chaque fois de le marquer. Et aussi, bah, je vais chercher les cibles qui sont à l'autre bout de la map. Bim, je peux te faire un 7 de mouvement ou même un 9 de mouvement. Et je vais te chercher. Genre, c'est sûr que contre ton deck, même si on met le plateau dans la longueur, bah franchement, avec 9 de mouvement. Bah, franchement, tu vois, c'est pas grave. Il y aura juste mon boss, Ripa, qui va être genre buffé en mouvement. Ouais. Il va faire toute la map. Il va aller te chercher tes putains de gars qui restent dans le coin. Ouais. Et moi, j'ai juste à mettre les 2 autres pions, faire quelques actions pour les mettre au camp ennemi, pour faire Blaze the Trail. Team Effort et bah, si jamais mon boss il meurt, bah, je pourrais au moins équiper un méga puis essayer de terminer et gagner plus de points. Bref, voilà quoi. Je peux aller chercher les cibles qui se cachent derrière un mur. Bah, ne pense pas que t'es en sécurité, moi j'arrive. Voilà, c'est simplement ça. Allez, on va finir. Ouais. Vas-y. Survival Instinct, bah vraiment bien dans ce deck parce que les Ripa, enfin la bande de Ripa, les profils, bah c'est un dé bouclier quand ils sont pas exaltés en défense et ils passent à 2 dés esquive lorsqu'ils sont exaltés. Du coup, bah les mettre en garde, bah déjà ils sont plus repoussés sur les cases létales parce que l'ennemi le plus souvent il va essayer de faire ça. Ouais. Parce que t'as beaucoup de points de vie. Donc déjà ça nullifie le push et ensuite bah t'as une défense, de ouf. Tu rajoutes ça avec Spirit Bond et Banded, donc tu rajoutes des assistances, tu peux avoir la défense parfaite. Totalement. Vraiment la défense parfaite où tout ce que tu vas lancer en défense, bah ça va être seulement des réussites. Bon. Si l'ennemi te fait des critiques, là t'es obligé de faire des critiques. Il n'y a pas d'histoire de ah bah tiens, spionne, non, critique dans ta gueule. Génial. Grosse mécanique. Trophy Belt, bon. Étant donné que niveau restriction, j'en avais déjà 3, je ne pouvais pas mettre le grimoire des offrandes. Je ne voulais pas mettre le grimoire des offrandes. À la place, j'ai mis un trophy belt. Voilà, tout simplement. La seule chose, c'est que c'est vraiment restreinte aux personnages qui sont chasseurs. Donc t'es obligé de le mettre sur un chasseur. Bon, ce qui est bien, c'est que les Ripas, c'est tous des chasseurs. Et ensuite, tu gagnes un point de gloire en plus lorsque tu tues la cible avec une action d'attaque et la cible doit être adjacente à ton personnage. Du coup, il y a plus de restrictions, mais étant donné que c'est une bande qui est plutôt corps à corps, tu vas gagner des petits points en plus, le plus souvent. Du coup, voilà, ça c'était mon deck. Très 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 puissant, tu marques assez facilement toutes les cartes. Surtout là, Loaded with Plunder, là avoir 3 améliorations sur un personnage,
le plus souvent tu vas vraiment l'avoir et tu vas marquer 2 points facilement. Ça, avec ce deck, je crois que je n'ai jamais fait en dessous de 10. 10, c'était vraiment le moment, on viendra sur la decklist, du coup je vais parler de la partie en même temps. C'était vraiment le moment où j'avais fait le moins de points et où j'avais vraiment un struggle au niveau de la partie parce que il y a eu quelques facteurs de chance qui étaient assez chiants. Voilà, ça c'était mon deck. Gros. Alors, du coup, t'étais plutôt serein dans ton état d'esprit? T'étais plutôt comment? Ah oui, en fait, j'étais avec mon oncle là, avant de donner la decklist à l'arbitre. Ouais. Parce que la decklist enregistrée sur Deckers, bah, ça ne voulait rien dire tant que tu la validais pas auprès de l'arbitre. Du coup, tu D'accord. pouvais encore changer. Moi, dans l'esprit, je voulais vraiment partir sur un deck passif avec Ripa. Donc être une vraie salope, promener mes chiens, me mettre sur des objets, marquer des points facilement, et l'ennemi peut pas faire grand chose pour me contrer. Mais j'ai fait une overdose. Ouais. Je pouvais plus des decks passifs parce que je faisais énormément de parties avec mon oncle là et je me suis dit ouais vas-y c'est chiant le deck passif, tu joues dans ton coin, il y a aucune interaction, tu marques, peut-être tu gagnes les parties mais putain Ouais, tu te fais chier, quoi. génial, le jeu il est pas fait vraiment comme ça. Moi j'ai envie qu'il y ait quand même d'interaction avec l'adversaire. Ouais. Du coup bim, j'ai totalement changé, j'ai amélioré mon deck de l'Allemagne, j'ai rajouté des cartes d'extension. Voilà, je me suis ramené avec le deck agressif. Avant de donner ce deck, bien sûr. J'étais là, genre putain, passif, agressif, allez, agressif. Voilà. T'as jeté une pièce, pile, c'était agressif, face, c'était. Ouais, c'est totalement ça. Et franchement, je pense que j'ai fait le bon choix. Ouais. Même si je pense que passif, ça aurait fait le taf aussi. Franchement, ça aurait fait le taf aussi. Mais bon, voilà. Du Alors, coup, on va parler des- peut-être du jour 1. Ouais, c'est ça. Le Coup, jour 1. 4 parties. Donc, premier adversaire, bah, je suis tombé sur un match miroir. Yes, génial. Parti contre un autre Ripa. Ok. Donc Yann. Cette personne, donc déjà, bah, je t'ai envoyé la decklist Ouais. et aussi, je crois que je t'ai envoyé les résultats aussi. Donc, tu peux aller sur Deckers, Game Result et Round 1. Tac. Alors, Game moi, ça Result, part. ronde 1. C'est ça. Du coup, bah, je te cache pas que la première round, je suis tombé sur une personne, entre autres, qui avait l'air d'être plutôt un profil de casu. Donc une Ah oui, personne qui faisait pas 17-3, énormément 20-7. Ouais, voilà. Je le cache pas, je suis tombé sur une personne qui était casu. Ouais. Très sympa, j'ai parlé avec lui après. Ce qui était marrant, c'est que dès le début de la partie, il me dit ouais, bon bah moi je joue pas des tournois, je ne connais pas du tout les règles. Et du coup, je lui ai dit, mais t'es totalement anarchique et tout. Le mec, ouais, c'était totalement ça. Il venait vraiment pour s'amuser et franchement, il avait raison. Hein. C'est les choses à faire. En tournoi, tu peux t'amuser comme Oui, bah oui. et voir l'esprit entre autres différent des jeux casus. Bon, malheureusement, il s'est pris entre autres un 17-3, marteau j'ai eu. d'un deck compétitif. Et du coup, bah ouais, bon, c'est parti dans un sens. Hein. Première partie 17-3 et deuxième partie 20-7. Bah, on peut voir son deck. Son deck, il est parti un petit peu dans tous les sens. Ouais, c'est ce que je regarde là. De l'agressif et en même temps, je prends des objets. Plante Et standard. il y a beaucoup de contradictions dans son deck qui font que c'est très dur à fiabiliser ses attaques. Et surtout, bah, on peut voir que c'est un casu lorsqu'on voit dans ses améliorations qu'il ne met pas le plus 1 point de vie de la boîte de base neutre, donc endurance accrue, et à la place, il met un tome de vitalité qui est une restreinte. Ouais, oui, elle est restreinte, Voilà. ouais. Donc, c'est dommage. On voit déjà, voilà, pas besoin de trop parler de son profil. Ouais, bon, bah, t'es tombé contre Yann, Yann le casu, qui était venu pour s'amuser et pas trop pour. Avec lui, on a vachement parlé. Et vraiment, c'est une personne très, très, très sympathique. Et j'étais vraiment content d'être tombé sur lui. Bah, non.
Pour, Une mise en bouche facile, quoi. Non, non, franchement, cette personne-là, elle était vraiment sympa et j'ai vraiment kiffé ma partie contre lui. On parlait énormément et c'était un très très bon partage. Un truc à noter dans son deck que j'ai Ouais. bien aimé, il jouait Furious Reprisal. Là, j'essaie de le dire en anglais, j'ai pas réussi. C'est une carte sympathique avec les améliorations qu'il a mis. Parce qu'en fait, il jouait deux lances. Donc, deux actions. Attends, je d'attaque trouve qui même pas la permettaient d'avoir carte une attaque que tu forte. me parles, en fait. Et Ah oui, Furious Reprisal. Ok. Donc, ça, réaction. en fait, Play this after an enemy fighter's attack action that targeted the friendly fighters. That friendly fighter make an action attack that must target that enemy fighter and you can reroll any number of dice. Ah ouais. oui, oui. Alors, par contre, chose à prendre en compte, c'est que c'est après l'action d'attaque. Ouais. Et du coup, après l'action d'attaque, le plus souvent, tu es repoussé parce que l'adversaire Ah bah connaît oui. cette carte et il va faire en sorte de pas te laisser au contact. Ouais. Ce qui est bien, c'est que lui, il a rajouté des lances qui lui permettaient de jouer la carte sans avoir utilisé l'arc qui a un profil plutôt nul dans le truc des ripas. Ouais. À la place, il joue là les lances. Du coup, La à un lance moment et donné, la Guardian Glaive aussi, je vois. ouais, c'est ça, il a rajouté deux lances, du coup il a la Guardian Glaive et la lance larvaire, Hmm. d'ailleurs il m'a fait la combo où il avait 3D marteau, 3 dégâts qu'il pouvait relancer avec Furious Reprisal, et du coup je crois que j'ai perdu un mec sur ça, et franchement à noter, tu vois, il y avait quand même un petit peu de deck building, c'était sympa, il avait quand même réfléchi son deck, pour un casu, franchement plutôt bien, bref, c'était sympa de jouer contre lui, il y avait des trucs qui étaient plutôt sympas. Et Une belle partie, quoi. Une belle game, voilà. quoi. Bon, après, la partie est partie en sens unique. Je lui ai roulé dessus, entre autres. Ouais. Alors, on va peut-être voir. Ouais. Il avait aussi modifié ses ripas. Alors, c'était plutôt sympathique. À la place de mettre des gobelins, il avait mis des Skaven. Ah ouais. Alors, j'ai pas pris en photo. Parce que c'était un petit peu du prototype. Mais en tout cas, à noter, la transformation de sa ça va bande être était sympa, plutôt ouais. agréable. C'était très beau à voir sur. C'était autorisé alors, du coup, les conversions, alors. Les organisateurs, Alors, ils les acceptaient alors. conversions oui, étaient autorisées. Je crois que les cartes aussi, les cartes imprimées étaient autorisées, mais il fallait avoir une carte comment dire, à l'arrière, tu Oui. vois, pour ne pas montrer que c'était une carte, entre autres, imprimée. Ouais, ouais. Donc, cacher le proxy. Ouais. Après, faut pas faire comme Elliot, où il mettait des post-it. Là, faut vraiment avoir quand même un truc d'impression et que ça soit respectable comme proxy. Donc, voilà. Allez, passons à la ronde 2. Alors, la ronde 2, tu étais contre Krzysztof Kupnicki qui jouait Cursebreaker, yes. Alors là, je pense que c'était vraiment la rencontre. Alors déjà, personne contre qui j'avais joué en Allemagne. En Allemagne. Il jouait Gobelin et Ouais. je jouais Meripa. Et je m'en souviens, c'était aussi sur 3 parties. Et j'avais perdu à la fin, mais de quelques points. En plus, je sentais que j'allais peut-être la gagner, mais non, en fait, il a marqué énormément de points avec ses clés. Et du coup, là, c'était entre autres la revanche, le retour. C'est franchement sympathique. Et non, c'était la pire partie de la journée. Franchement, Ah ouais. horrible la partie. Même lui, il était là, genre, mais c'est quoi cette partie de schlag? C'était n'importe quoi. Excuse-moi. Du coup, on peut voir son deck. Ouais. Alors, Breaker. Voilà. Du coup, lui, en fait, il jouait un deck qui était autour du perfect match. Ouais. Donc, marquez ceci en phase de fin. Si vous avez scoré 10 objectifs, 10 ou plus de 10 objectifs. Ouais. Malheureusement, il a jamais marqué de l'événement. C'est ce qu'il m'a dit à la fin de la journée. Mais non. Il a jamais rentré une seule fois. Ça rentrait pas. Du coup, son deck était vraiment il avait une carte objectif morte qui prenait de la place, entre autres dans sa main, et franchement, ça lui mettait énormément de malus. Bon, ça lui a pas
qu'il a gagné quand même des parties parce que il a quand même un bagage, c'est pas un casu. Et on voit que c'est un deck qui est vraiment opté sur la magie. Donc beaucoup de sorts, Cry of Thunder, Abyss of Unmaking, Sorcerer's Riposte, Sphere of Akshi, Vital Surge, Segut Salvo. Voilà, beaucoup de magie. C'est du Curse Breaker. Hein. On essaye de réussir sa magie, de faire des critiques pour marquer des points, essayer de tuer avec la magie. Voilà. Ah, il avait le C'est tout Blessing. simple, Il avait le Blessing of Vitrix. C'est pas un truc que je vois souvent. Blessing of Vitrix. Ah oui, Ça c'est donne ça. un inné, ouais. Du coup, il avait inné, 2 ça. innés en. Ça avec Eye of the Storm, du coup, ça lui permettait de marquer Magical Storm un petit peu plus facilement et de mettre les Sorcerer's Riposte. D'ailleurs, Sorcerer's Riposte, c'était entre autres une carte qui me counter, car cette réaction ne me permettait pas de faire la réaction de l'attaque du loup après une action d'attaque, une de mes actions d'attaque. Du coup, ça me bloquait pour l'attaque du loup, car lui, il a fait une réaction, et moi, je ne peux pas faire une réaction après sa réaction. C'est écrit dans les FAQ, c'est à voir, même l'arbitre est venu me voir, il m'a bien montré le truc. Je pensais que c'était pas la même ouverture, du coup, je pouvais toujours faire cette action d'attaque, et en fait, non. Sorcerer's Riposte enlève l'attaque du loup lorsque toi, tu fais une charge, malheureusement. Mais ça m'a pas vraiment embêté pour la partie d'après lorsque j'ai fait une autre rencontre contre un autre Curse Breaker. Et alors oui, donc lui, c'est un deck full magie. Et en fait, cette partie, cette rencontre, elle était horrible car il ne faisait que des crits. Mais Crit en non. magie, je peux te dire qu'il y a une partie où il s'est pris en tout 2 voire 3 dégâts. Car il avait fait un double crit à chacun de ses lancers de dés. C'était totalement débile, je ne pouvais rien faire. Il me faisait des dégâts énormes dans la tronche. Il faisait des crits de partout, toute sa magie. Donc, on peut voir les scores. Donc, tu perds la. Sa magie, c'était très sympathique à jouer contre. Même lui, il était là, genre, mais c'est quoi ce bordel? On peut regarder donc le score. Donc, tu perds la première 12-16, tu gagnes la deuxième 12-10 et tu perds donc la troisième. Ah non, ex-aequo 10 partout. Ouais, parce qu'il tenait un objectif. Ah, il tenait un D'ailleurs, objectif. Oui, il avait fait un move pour la dernière partie où à la place, donc il est resté son chef et moi il me restait, je crois, mon stabit que j'avais amélioré. Ouais. Il pouvait envoyer son chef pour me tuer car il ne savait pas si j'avais des objectifs qui me faisaient marquer des points si j'étais sur un objectif. Il avait vraiment un dilemme de où je reste sur mon objo et je marque un point, ou je vais le tuer et je lui counter Loaded with Plunder et peut-être d'autres cartes. À la place, il est resté sur son objo, du coup il a marqué son point pour avoir tenu un objo, je crois qu'il a pas du tout ça. Sur son objo, il n'était pas venu me chercher et il a gagné sur ça, entre autres. Ah oui, coup, voilà, il voulait garder son Fire Up, je pense. C'était son enflammé qu'il voulait garder. Ah, non, c'était quoi? Je dis de la merde. Non, c'est pas très grave. Grosso modo, donc il t'enchaîne les crits à la magie. Ouais, bon, en tout cas, c'était la pire partie que j'ai vue. Bon. C'était pas agréable. Il est resté sur un objet, voilà, pour contester l'égalité ou quelque chose comme ça, ou voilà, pour être sur un objet s'il y a égalité. Ouais. Et oui, moi j'étais dans mon camp, j'avais pas d'objet, et je pensais que j'allais plus marquer que lui. Et en fait non, c'est arrivé sur une égalité, lui il tenait un objet et pas moi. Alors du coup défaite, mais défaite avec peu de pertes de points de goal average, puisque tu perds que 4, tu perds que 2, tu perds que 2 en goal average, donc ça va, petite défaite oui, en vrai. C'était vraiment déjà il mettait très bien son plateau. Il limitait entre autres mes déplacements et je devais vraiment faire énormément de déplacements pour aller le chercher. Ouais. Et lui, il avait vraiment, il me voyait de loin pour faire toute sa magie là, dans son coin. Et du coup,
il jouait bien, il savait jouer Curse-Breaker. Bon, Hmm. il aurait pu changer son deck pour le rendre vraiment mieux en enlevant le Perfect Match, en mettant quelque chose d'autre. Ouais, c'était vraiment une carte morte. Mais sinon, ouais, bon, la partie, on va y passer parce que c'était vraiment pas quelque chose d'agréable. Voilà. Alors du coup, Deuxième troisième... Alors attends, faut que je trouve la decklist. Mince. Bah je le Alors trouve. non, tu as pas la decklist parce Ah. que lui, je ne sais pas, il a donné sa decklist, Ah je oui. crois, en imprimé. C'est pour ça. Tu peux juste le voir en game result Ouais. du tournoi. Alors donc round la 3, round 3, donc tu es table 7 contre Marek Misa qui jouait Ogre, a priori. Oui, jouer ogre. Et là, je suis tombé sur un ogre très agressif. Donc le profil en trop de standard. On pense, quand on voit ogre avec toutes les cartes, on pense plutôt à de l'aggro. Ouais. Un marquage de points sur le fait que l'ennemi soit mort, sur le fait que hop, j'ai tué ton chef, je marque euh, duel victorieux. Voilà, ces choses-là. Première partie, 2 à 17. Ouais, c'est ce que Je j'ai suis vu, allé ouais. le chercher, je suis allé le dégommer. J'ai réussi à tuer son ogre assez rapidement et ensuite les noblards, ils m'ont donné des points avec la ceinture de trophée. Voilà. C'était de la food. Rien à dire. Lui, je crois qu'il avait vraiment une main de merde. Il n'a pas arrêté de défausser sa main pour aller chercher des nouvelles cartes. Et en faisant des tours comme ça, malheureusement, il faisait pas d'action. Et du coup, il marquait rien. Ouais, il Et a pas moi, dû, il a pas dû s'amuser, quoi. ouais, c'est ça. Et moi, en même temps, je faisais des actions qui me permettaient de snowball de plus en plus. Les personnages étaient intuables. Lorsque je faisais un kill, je gagnais énormément de points. Voilà, je mettais mes personnages dans un coin avec 3 améliorations pour faire Loaded with Plunder. Ouais. Voilà, j'ai dû marquer tous les objets, des trucs comme ça, tu vois. Hmm. Deuxième partie, il s'est réveillé. Il a réussi, je crois, en début de partie, à tuer mon chef et de marquer duel victorieux. Du coup, là, j'ai eu la petite goutte de sueur. J'étais là, genre, ah merde, j'ai fait l'arrogant par rapport à la première partie. Je suis parti un petit peu, peut-être. Ouais, un Je peu suis trop parti dans le confiant, tas quoi. en me disant, ouais, voilà, ça va être comme la première partie. Euh, j'étais trop serein, j'avais une bonne main, du coup, je me suis dit, ouais, ça va passer. Et là, il me fait duel victorieux avec son chef, il exalte tout le monde, et là, j'étais là, genre, ah, mince. Mais ça a rien changé, j'ai quand même gagné parce que je sais beaucoup jouer avec Neripa et je sais comment faire je connais mon deck et je sais comment marquer tous mes points tout en essayant de contrer tout son deck car lors de la première partie, étant donné qu'il a défaussé énormément de cartes objectifs, j'ai pu voir son deck, du coup je voyais totalement ce qu'il essayait de faire à des moments, du coup j'arrivais vraiment à le ralentir ou carrément à lui annuler certains objets, du coup à des moments, il n'a pas pu marquer énormément de points, malgré l'avantage du tour du round 1, où il tue mon chef. Donc c'est là où l'épée de Nullstonesford, ça m'a vraiment aidé, car même si mon chef il est mort, j'ai pu avoir le profil du chef sur un de mes autres gars, entre autres. Du coup, il a pu faire le taf, tuer les Knoblards, tuer le tigre, et du coup me faire des points, et du coup gagner tout de même la partie. Voilà. Ok, super. Première fois que je tombais sur un ogre aggro et j'étais là, genre je ne connaissais pas vraiment le match-up. C'est la première fois que je tombais sur ça. Je Ouais. ne savais pas si j'étais, si c'était favorable. Et en fait, ça s'est bien passé pour moi. J'avais un petit peu étudié le profil de l'ogre avec ses cartes. Et ouais, je me suis attendu à quelque chose et j'ai eu ce que je m'attendais. Et du coup, ça s'est plutôt bien passé pour moi. En plus, Voilà. je vois que le Christophe Koupniki, en round 3, il joue table 1 et il perd. Donc plutôt bonne nouvelle pour toi en fait, puisque celui qui t'a battu, il perd la round 3. Donc au final... Ouais, en plus, on peut voir qu'il marque 4-5 points. Ouais, il se fait Il a dû laver, marquer quoi. les petits finés, genre, j'ai réussi
une fois ma magie, je gagne un point de gloire. Voilà, le Ouais. seul truc qu'il a dû marquer. Et ensuite, Philippe, il a dû marquer énormément de points dans son coin. Car de toute façon, j'ai rencontré Philippe et son deck est vraiment intéressant et on verra plus tard. Ok, ok. Voilà. Alors, on va passer à la ronde 4, si tu le veux bien. Ronde 4, donc tu es table 4, toujours contre Thomas Okolski, donc encore un Cursebreaker. Alors oui, lui, il venait de la team polonaise. Alors, une personne franchement très, très sympathique. Il a juste un petit peu perdu son sang-froid à un moment donné. Il a failli me crever un œil. On passera sur cette histoire. Ah, j'ai Et pas du coup, de... il jouait Cursebreaker. Ah ouais, non, j'ai pas sa decklist. Non, malheureusement, il n'y a pas sa decklist, mais Ok. dis-toi que ça ressemblait à la decklist de Christophe, sauf que tu enlèves le Perfect Match, et là, tu as un deck plutôt solide. Franchement, c'était vraiment le même deck que Christophe, sauf que tu enlèves le Perfect Match. Voilà. C'était Alors, et vraiment donc, ça. tu disais, donc Team Pologne, un adversaire un peu tendu, un peu... Alors, oui, il était habitué des tournois, ça se voyait. D'ailleurs, Ouais. il était là au Grand Skirmish, je crois. Il avait Ouais, son puis là, il y avis. a une place qui se joue pour le D2 quand même, donc tendu, Ah, là, quoi. oui. Là, je gagne cette partie, je vais dans Le top pour 8, le quoi. second. Ouais. Je vais me battre pour le top 8 après, tu vois. Ouais, carrément, ouais. Et du coup, là, cette partie, elle était importante. Du coup, je me suis remémoré la partie contre Christophe. J'ai eu des flashbacks horribles avec des cris de partout. J'étais là, genre, ok, calme-toi, t'inquiète pas. C'est peut-être la dernière partie de la journée. Tu es un petit peu fatigué. Tu vois totalement le match-up. Tu sais comment faire. Maintenant, tu as joué contre Christophe. Il a châté ses grands morts. Tu vois à peu près comment il faut jouer. Il y a des plans dans la tête. Et bah, comme tu peux le voir au niveau du score, bah, ça s'est très bien passé. Ouais, je vois, ouais. Il y a eu aussi. Donc, on peut voir 14 à 8 et 12 à 9. Ouais, c'est ça, du coup, le DO3 qui s'est terminé en 2 parties. Et aussi, un facteur qui a été très important lors de cette partie, c'est que bah, je suis allé chercher très rapidement son chef qui n'était pas exalté. J'ai pu le tuer assez rapidement. Le Ouais. plus souvent, c'était son Rastus, donc c'est le profil. Attends, c'est Amnis ou Rastus? Non, c'est Amnis qui, lorsqu'elle est exaltée, elle a 3D marteau, 3 dégâts. C'est le seul, entre autres, le seul pion de l'adversaire qui était vraiment dangereux, qui m'a vraiment, qui a rendu les parties plus tendues. Exemple, la deuxième partie où ça s'est terminé à 12-9, il y Ouais. avait son Amnis qui était sur le côté, qui était vraiment dangereuse, qui était capable de one-shot ma bande car il l'avait amélioré, tu vois. Et j'ai dû entre autres faire des retraites stratégiques, me mettre dans les coins, faire mes distractions pour la mettre loin. Bref, je ne suis pas allé la chercher car je savais que j'avais assez de points pour gagner. Je suis pas devenu greedy, genre oh, faut absolument que je le table rase. Non, je sais que je vais gagner la partie si je vais pas le Ouais. voir. Si Voilà. tu joues ton jeu, tu savais que tu finirais devant, donc... Ouais, c'est ça. Malheureusement, il a énormément. Il y a des moments où il jouait beaucoup sur les sorts. Ouais. Et il n'y avait pas beaucoup de. Voilà. Je jouais des cartes sorts. Il avait besoin de 2 éclairs, par exemple. Et malheureusement, il n'avait pas de quoi les fiabiliser. Du coup, bah, il lançait ses dés de magie. Bon, des fois, ça passait. Mais le plus souvent, ça passait pas. Et bon, c'est à ce moment-là qu'il a perdu un petit peu son sang-froid. Mais bref, c'était un facteur psychologique qui a fait que peut-être j'ai pu gagner cette game. Bon, il y a eu les dés qui ont beaucoup joué, mais bref, cette game, ça s'est bien passé. J'ai pu tirer des choses de la première partie du Cursebreaker que j'ai pu utiliser lors de cette partie et du coup la gagner. Voilà. Alors, du coup, te voilà bah- en D2. Le soir du samedi soir, qu'est-ce que... Vous avez... Toi, t'es retourné chez ton oncle, du coup. Vous avez passé un peu de temps entre joueurs. Comment ça s'est passé? Ouais, bah, fin de la journée, je vois Je vous vois d'ailleurs dans le groupe, il y a Moon, je crois, qui parle de mes scores et tout. Moi, j'en savais rien, tu vois, j'avais pas encore les résultats devant moi. Ouais. Moon disait déjà que j'étais 4ème, j'étais là genre, ah ok. En fait, Moon, il est déjà arbitre, en fait, il est dans le truc déjà. C'est parti
staff. Tu le savais pas, mais c'était l'organisateur du tournoi. En duplex déjà, tu vois. Il avait plus d'infos que l'arbitre, c'était ouf. Alors du coup, Et le du coup, soir je à termine, Prague. je termine quatrième. On voit que dans le top 8, il y a 3 ripas. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as un peu passé du temps avec les joueurs ou t'es parti direct ou... Ouais, bah, je suis reparti voir Yann, Ouais. le premier ripa. Vachement discuté avec lui. Après, bah oui, je suis allé voir les joueurs allemands, la team polonaise. On a discuté, j'ai discuté avec mon oncle. Et ensuite, bah, on est rentré et je crois que j'ai fait comment ça s'appelle? Un escape game, je crois, un endroit. Ah ouais? Dans T'as eu le Prague. temps de faire Super un escape sympathique. game? Eh ben, Ouais, on était déter, bah c'était un week-end, il fallait vraiment fallait profiter utiliser tout quoi. le temps qu'on avait, hein. Ouais, carrément. Du coup, pendant 2 jours, j'ai visité Prague, bim, tournoi, escape game, et ensuite, bah, la suite du tournoi. Non, bien passé. Non, mais génial, hein, mon oncle, vraiment top tier, génial, il m'a pu me loger, faire énormément d'activités avec lui. Il m'a même filé ses repas pour Et pour pour, pas que t'aies besoin de merde, les pour le transporter tournoi. quoi. Et franchement, vraiment bien peinte. On peut le voir sur certaines images. Moi, j'ai vraiment kiffé jouer avec ces ripas. Vraiment, Putain, porte tes vraiment aimé chances. jouer avec ça. À la place de jouer avec mes ripas qui sont pas du tout peintes, qui sont un petit peu dégueulasses. On va pas tout gâcher. Mais ouais, non, ça m'a permis de rendre les games plus intéressantes avec des personnages peints d'une façon que j'aimais énormément. Voilà. Alors, le D2. Donc, le D2, te voilà propulsé donc à la table Donc, 4, c'est ça? Le D2. le Et tu jour affrontes Daniel Skipala, donc un Tendrick. Alors oui, Daniel Schkipala. Alors c'était le fils de l'organisateur. Ah! L'organisateur, Comme par hasard. c'était Hamza Schkipala et lui il faisait vraiment l'arbitre, mais il jouait vraiment le jeu. Genre Ouais. On les t'approches connaît, pas les organisateurs. Daniel, tu t'approches pas des decklists, tu touches à rien. Ouais, franchement, il y avait vraiment cet aspect genre on est peut-être de la même famille. Ouais, c'était mais, carré, moi, quoi. je suis organisateur, tes joueurs, tu ne touches pas quoi. Ouais. Et du coup, bah, je joue contre lui, donc sa decklist, tu peux l'afficher. Parce Ouais, que ça y est. tu peux la voir. Alors, on peut voir Headshot, live by the code, combination strike, death from afar, fired up, keep chopping, opening gambit, solid gain, what armor, steady aim, warning shot, unexpected pitfall. ouais, c'est ça. Alors son deck, on peut voir que si on compte seulement les objectifs, on arrive seulement à 14 points de gloire. Ouais. Donc c'est vraiment peu pour un deck. Et oui, le fait qu'il soit arrivé dans le top 8 montre qu'il s'est joué et C'est pas très bien Joe le les rigolo, Fenrir. quoi. Ouais, qu'il a vraiment pensé à son deck. Ok, ça, je vois que ça marque en faisant ça, j'arrive à marquer en faisant ça. Et sinon, son autre générateur de points de gloire. Ah bah non, il a même pas de livre de tome des offrandes. Donc c'est Il vraiment a 14 Spirit points. Et en Bomb. fait, je fais des kills et je counter l'ennemi, entre autres. Oui, bah c'est assez marrant qu'il soit arrivé au top 8. C'est que je pense qu'il avait vraiment le bagage Fundrick, il savait jouer la bande. Malheureusement, il est tombé sur moi. Je m'en souviens en Allemagne, quand j'étais arrivé au top 16, le lendemain, j'ai joué contre un Fundrick, donc une personne de la team Italie, Mirko, et lui il jouait Fundrick. Et à ce moment-là, bah, j'ai pu voir en fait, j'ai pu entre autres étudier vachement le match-up, même si je l'avais déjà étudié avant. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, le round 1, le Ripa, il va essayer de marquer le plus de points dans son coin et il va surtout pas aller apporter des Fundrick. Car les Fundrick, bah, comme on peut le voir, il joue beaucoup sur le fait de faire des attaques, des actions d'attaque. Du coup, en regardant le profil de Fundrick,
2 mouvements tirés à 3. Donc il peut potentiellement aller chercher une cible à 5. Moi, je suis resté en fond de course, franchement. Je suis vraiment resté en fond de course. J'ai essayé de marquer tous mes objectifs comme cover ground, risque calculé, fire up, des trucs comme ça. Bon, fire up, si j'arrive à améliorer assez mon chef, bien sûr. Ouais. Je peux pas améliorer. Enfin, je peux pas exalter mes 2 autres gars car il faut une action d'attaque sur mon chef. Et en tout cas, j'ai essayé de marquer le plus de points possible dans mon coin pour améliorer vraiment mes alliés. Et ensuite partir en croisade et démonter son Ces petits nains, quoi. exalté en plus, tu vois. Parce que les profils des Fundrick, ça devient chiant quand ils ont plus 1 point de vie et c'est horrible. Et du coup, première partie, j'ai vraiment fait cette stratégie. Donc, on peut le voir, je crois. 19 à 7. Dans le score, 19 à 7. Donc, j'ai vraiment joué autour de ça. Et deuxième partie, 14 à 8. J'ai fait la même stratégie. Je suis resté dans mon coin, j'ai marqué mes objets, j'ai pioché mes cartes, voilà. Et ensuite, je suis parti en croisade. Tout simplement. Donc ça s'est très bien passé car je connaissais le match-up, je savais comment jouer contre Fundrick. Mais je suis sûr que si j'étais parti directement en croisade dès le tour 1, genre bim, je vais aller faire T'aurais mes actions perdu, d'attaque, quoi. j'essaie de tuer des ennemis, j'aurais, je pense, perdu. Alors, ronde 2 du dimanche. Donc tu affrontes Philippe. Alors voilà, Ah bah, je tombe sur Philippe. l'ogre de Philippe. Et Philippe, il avait un ogre particulier. Alors on va Ce l'afficher n'était à l'écran. pas du tout un ogre agressif. C'était au contraire un ogre passif. Alors attends, j'ouvre laisse-moi cette juste decklist. retrouver la decklist de Philippe. Yes, il est là. On peut le voir totalement ses objectifs, où il veut en venir. Risque calculé, combination strike, digging deep on a roll, opening gambit, arm of the Everwinter, unexpected cunning, aggressive strategy, frantic exchange, gathered momentum, scrum et to the end. Donc il veut piocher, marche totalement dans son coin. D'ailleurs, on peut le voir, il a dans ses objectifs, dans ses gambits, Daylight Robbery. Ouais. Donc, tu voles un point de gloire à l'ennemi lorsqu'il a un point de gloire non utilisé. Tu lances un dé d'attaque. Si tu fais un marteau, un critique, tu lui prends un point de gloire. Donc, tu fais une différence de 2. La carte est bonne quand tu joues un deck passif. Et il a réussi à la jouer. Enfin, il a réussi à me voler un point de gloire lors du deuxième round. On verra le score après. Il a un tome de gloire et un cryptique compagnon. Mais attends, mais elle est trop bien sa decklist. Je kiffe. Oui, franchement, elle est bien. Il y a juste une carte qui sert à rien dans ses objets car il a jamais marqué, je pense. Mais en tout cas, il a Grimoire des offrandes, Grimoire de gloire et Cryptique Compagnon. Ouais. Du coup, il peut vraiment marquer dans son coin des points de gloire avec les Gnoblards. Donc, il met un Gnoblard sur un objectif. Il gagne un point de gloire grâce au Grimoire des Glorieux et un point de gloire en plus avec Cryptique Compagnon. C'est là où, bien sûr, mes distractions et esprit malicieux m'ont été utiles pour le counter, entre autres, le Cryptique Compagnon. Parce que, de toute façon, il avait Gnoblar Scramble qui permettait de push ces Gnoblards. Bref, en tout cas, j'avais des cartes, entre autres, pour répondre à son positionnement sur les objectifs. Mais il a quand même réussi à se mettre dessus lors de la deuxième partie. Bref, on en parlera. Extrêmement passif, son deck, il peut totalement rester dans son coin et marquer des points. Il a aucun souci. Il a juste à envoyer genre son tigre pour faire Gathered Momentum. Il fait beaucoup de placements pour faire Scrum, pour réussir à casser des objets, pour faire risque calculé. Ouais. La seule carte vraiment morte dans son deck, c'est On a Roll. Donc c'est une carte qui était entre autres inspirée de la V1. Il faut que tu scores 4 autres objectifs dans ce round.
ça, donc Ah ouais, faut c'est dur. avoir marqué 4 objectifs pendant ce round. Du coup, les immédiats et les fins de phase fonctionnent. Le seul problème, c'est que marquer 4 objectifs, c'est vraiment difficile. Ouais. Il a jamais marqué contre moi et je pense qu'il a jamais marqué de journée. Je ne vois pas, à part s'il a une chatte immense, je, je pense Surtout pas qu'il ait que, marqué ouais, énormément de fois. Vraiment, il a dû la marquer une fois lors du tournoi, je pense. Franchement, c'est vrai que Honor Roll, ouais, ça, c'est pas ouf, quoi. c'est ça, c'est ça. Du coup, bah, dans son deck, beaucoup de push, destruction d'objets, vol de Hmm. points de gloire, gain de points de gloire, pioche, positionnement, bref. Et aussi des cartes de défense, de quoi s'exalter. Euh, on peut le voir ici. Il a quand même mis un Glory Seeker, donc plus un de dégâts à l'action d'attaque du personnage amélioré, donc Hmm. plus un de dégâts contre les cibles qui ont 4 points de vie ou plus. Donc ça lui permet en fait à son ogre de tuer un profil qui a 4 points de vie ou plus, et du coup de gagner un point de gloire en plus avec Grimoire des Offrandes. Donc ça permet d'aller tuer les gros profils entre autres. Mais voilà. Donc première partie, on peut voir que c'est allé dans un sens. Malheureusement, il avait vraiment, je crois, une main vraiment nulle. Dès le début, il a cassé sa main d'Objo pour essayer de piocher des nouvelles cartes. Et bah, les cartes étaient pires en fait. Du coup, bah, on peut voir 21-5. Je pense que j'avais eu Trophy Bell, j'avais marqué tous mes objets, je lui ai déblayé sa table. Bref, il ne pouvait rien faire. Et oui, bah, il avait mal pioché. Moi, au contraire, j'avais une très très bonne pioche. Alors, la game 2. Euh, lors de la game 1, juste pour Ah, revenir, étant donné qu'il n'arrêtait pas de défausser ses objets et ses cartes de pouvoir, j'ai pu voir entre autres sa decklist et j'étais là genre, oh mince, oh non. J'étais là genre, je sais très bien que les prochaines parties qu'on va faire ensemble, ça va être totalement autre chose. Euh, Là, il a juste pas eu de chance. ah oui. Son deck, il peut être vraiment puissant. Genre, il faut vraiment que j'interagisse contre lui, car lui, de toute façon, il va pas venir et interagir avec moi. Ouais. Donc là, j'étais là, genre mince, il va marquer énormément de points dans son coin. Il faut que je pense à ma stratégie avant et savoir counter ça, entre autres. Du coup, deuxième partie, malgré que je fasse 18 points, lui, il en fait 20. Du coup, bah, on voit que son deck, bah, il est capable de faire énormément de points dans son coin en plus. Donc même si je suis allé le chercher, bah, ça n'a pas suffi. Et même 18 points, bah, Ouais, déjà, c'est quand un tu fais bon 18, scoring de t'es ma part. content, mais alors 20, c'est énorme, hein, j'avoue. Ouais, Bravo. bah, avec son deck, bah, 20 sans avoir scoré on a roll. Hmm. Donc là, marqué 4 objectifs. Donc voilà, il pouvait passer à 22 s'il avait eu la main parfaite, entre autres. En Hmm. tout cas, il a gagné énormément de points avec Grimoire des Offrandes, Cryptic Companion, Grimoire de Gloire. Troisième partie, voilà, c'était serré. Je crois que en plus, j'avais pas une main d'objectif superbe. Ouais. J'ai vu que lui, il avait pas défaussé sa main de départ. Et du coup, moi, j'avais une main de départ genre enflammée, euh, chasseur cruel et un immédiat, je crois. Et j'étais là, genre, bon, normalement, ça, je la défausse. Sauf que là, je vois qu'il défausse rien. Il risque de me refaire comme la deuxième partie, donc marquer énormément de points. Je suis obligé de garder cette main pour gagner, pour faire la différence de points. Parce que si je la défausse, bah, malheureusement, je vais pas pouvoir marquer énormément de points. Et du coup, bah, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait vraiment le bon choix. J'ai réussi à tuer 2 Gnoblards à la dernière activation du round 1. Du coup, bah, ça m'a vraiment boosté pour aller terminer toute sa bande. Je vais même tuer son ogre, je crois. Il lui est resté seulement le petit Gnoblard à 3 points de vie sur sa table. Et bah, j'ai pu marquer énormément de points. Le push pour counter son Cryptic Companion. Et du coup, ça s'est terminé sur un 17-15. Et bah, 2 parties gagnées.
Et du coup, bah, je pars en finale. Tu pars en finale. Yes, c'était génial. Je vous voyais dans le groupe. Ouais, c'était fou. Et un petit peu, ouais. Même moi, j'étais vraiment vachement content. Il y avait mon oncle à côté qui regardait les parties. Il était là, genre, waouh, vraiment de bonnes parties là. Alors donc te voilà en Et finale du coup, contre, bah, voilà, bah, contre, de finale. contre un fantôme. Alors, d'ailleurs, on peut retourner sur le jour 1 du tournoi Ouais. et on peut voir comment dire, le score de Petro. Donc, en jour 1, il était premier en n'ayant perdu aucune partie et en ayant 70 points de gloire en ratio total sur cette journée. Attends, comment tu fais? Du coup, Comment tu fais pour il voir connaît pas ça? entre eux. Ouais. Donc, bon, bah, on Attends, s'attend à comment tu un- fais pour voir ça là? Final, tu cliques sur Final Ranking? Ça, tu vas dans Final Ranking. Ah oui, Petro Du- Kolesnikov, ok. c'est Ah ça. ouais, 70 points de goal average. Ah ouais. Donc, il a gagné toutes ses parties. Il a fait du BO3 où il a gagné à chaque fois en 2 parties. Donc, il a vraiment souillé ses adversaires. Ouais, donc un peu À tendu 60. quoi. La finale, Regarde, on peut voir d'ailleurs qu'il a fait à des moments des plus 26, plus 24 sur des parties. Voilà quoi. bah, fantôme quoi, de toute façon. Bon, Ouais. bah, c'est du deck objo. Ouais. Si t'arrives pas à counter, bah, ça peut faire des différences de points débiles. T'es là, genre, ok, bah, c'est assez marrant, mais pas pour moi. Du coup, bah, on peut aller voir sa decklist. Ouais. Treacherous Foe, Opening Gambit, Solid Gain, Supremacy, Shortcut, Coveted Spoil, Dug in, Path to Victory, Scrum, Swift Capture, Temporary Victory et Bold Conquest. C'est ça. Alors, ce deck-là, c'est marrant parce qu'il m'a fait vachement penser au deck d'un ami. Alors, mince, comment il s'appelle? Bon, c'est pas grave, je vais retrouver son nom plus tard. Mais en tout cas, son deck-là, franchement, il était pas nouveau pour moi. C'est un Ouais. deck souvent qu'on croise. Alors là, il a quand même mis Dug In, qui est un choix un petit peu ballsy. Donc, si on regarde la carte, c'est un objectif où tu dois, Tu dois. en fin Ouais, de phase, tenir c'est ça. 3 objectifs, C'est ça. mais qu'à la phase précédente, Tu les et tenais. Ouais. tenu 3 objectifs aussi. Ouais. Donc c'est une suprématie sur 2 rounds. Ouais. Et donc je peux comprendre que tu me mets en fantôme. Et après, est-ce Mais je pense que c'est- fiable à 100%? C'est comme ça hein, qu'il a fait des gros goal average. C'est, je pense, grâce à cette carte. Il Hein. a dû tomber sur des adversaires qui n'avaient pas de push Ouais. ou qui avaient utilisé leur push. Ils mais n'avaient pas de prématurément. contrôle et donc du coup, il a pu la scorer Ouais. tout le temps et voilà. C'est ça. Ça, c'est seulement ce qui s'est passé. Bah, il a un deck, ma foi, fantôme assez normal. Hein. Il a quand même rajouté Abazov Making. Alors ça, c'est un choix un petit peu bizarre, je trouve, car tu casses un objet, alors que tu as quand même envie d'être sur les objets. Mais Ouais, c'est bizarre, ouais. je comprends trop ta stratégie, car il veut casser un objet, pouvoir fiabiliser le Coveted Spoils. Donc marquer ceci en fin de phase si tous les objectifs sont Ils sont tenus. tenus, ouais. Donc si tu enlèves un objectif, il en reste plus que 4 sur le board, il y a donc plus de chances que ce soit qu'ils soient tous tenus. Ouais. Bon, est-ce que c'est une bonne stratégie? Moi je ne pense que non. Et qu'il aurait pu changer cette carte par autre chose. Voilà. Bon, bah après c'est un deck totalement normal. On va directement parler de la rencontre, entre autres. Ouais, carrément, ouais. Donc moi, les 2 parties, en main de départ, j'avais Trophy Belt. La carte qui me permettait, c'était une amélioration que je mettais sur Ripa d'ailleurs. Et quand je tuais un fantôme, bah, je gagnais 2 points de gloire au lieu d'un seul. Du coup, bah, franchement, ça m'a fait les parties. Et ensuite, lui, esclave. Et ensuite, ses autres actions, c'était la reine qui l'envoyait aller chercher mes personnages. Bon, étant donné qu'il avait l'air d'avoir joué contre Ripa, il allait chercher mon Minai
Stabit, mais il allait jamais attaquer mon chef tant que les deux autres ah merde. Il a attaqué jamais mon chef avant que les deux autres pions étaient morts. Du coup, moi, mon chef, il était tranquille. Entre autres, il allait entre autres, dépoussiérer ce bordel. Il allait tuer tous les fantômes qui étaient sur les objets. Et avec le Commanding Strides, j'ai pu faire des attaques gratuitement. J'ai pu me repositionner, enfin, faire des distractions pour tuer les ennemis et marquer énormément de points avec mon Trophy Belt. Du coup, première partie 19-16. Du coup, je vais counter beaucoup d'objectifs avec mon esprit malicieux, mes 2 distractions. Du coup, je l'ai vachement ralenti pour ses immédiats. Il n'a pas pu aller chercher les suprématies assez rapidement pour pouvoir les scorer. Le dug-in, j'ai réussi à le casser plusieurs fois. Et il pouvait pas faire grand-chose. Ouais. La partie était pas dans la poche, mais était vraiment favorable pour moi. Du coup, la deuxième partie, c'était totalement la même chose. Trophy Belt en main de départ. Il a fait la même chose. Il est allé chercher Varklav Tourin, et ensuite il est allé chercher mes autres pions, donc Stabit et Minai. Et moi, je suis allé déblayer ces personnages. Voilà. C'était totalement la même partie. Et les 2 parties, sont terminées sur ma victoire. Et voilà, tout simplement. Yes, 19-16, 20-18. Donc quand même des gros scores hein. Pour des finales, c'est cool. Hein. C'était pas à sens unique quoi. Énormément de points. D'ailleurs, à chaque fois, je savais ce qu'il avait en main. Car lorsque je voyais qu'il était sur des objets et qu'il marquait rien, je savais qu'il avait des fins de phase et que c'était pas ses immédiats comme victoire temporaire qui est une carte totalement débile. Il essayait de faire ses apparitions soudaines pour marquer raccourci. Et le plus souvent, je savais quand il avait ses suprématies, quand il avait ses dug-in. Bref, à ce moment-là, je gardais bien mes cartes de push dans ma main, de désorientation d'objets, et du coup, je faisais vraiment des cartes assassines qui détruisaient entre autres sa main d'objets, et du coup, des fois, il marquait rien. Mais de toute façon, les autres rounds, il marquait quand même énormément de points, car à ce moment-là, il pouvait les faire, et il avait quand même Darklaf qui permettait de remettre ses fantômes sur les objets. À la fin, moi, j'ai plus les cartes pour répondre, mais étant donné que j'avais assez de points de gloire, ça me dérangeait même plus. Je marque genre 7 en un tour. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à la deuxième partie. Il m'a fait un plus 7, mais moi, j'étais là, genre, mais j'ai marqué tellement de points. Je gagne 3 points pour le troisième round, et j'étais déjà à 17, lui il était à 11, bref, il fait un suprématie de Gin, ça me dérange pas, j'ai déjà énormément de points, tu vois. Alors, donc te voilà grand vainqueur donc de ce GP Prague Open, bravo, GG à toi hein, du coup. Premier champion, je crois qu'il mettait à Warhammer Underworld dans Open de Prague, et vraiment fier de moi pour une fois. Ouais, carrément, ouais. Ah, tu peux l'être. Ouais, non. Vraiment kiffé en tout cas ce tournoi. Il a vraiment bien été organisé par Hansa. Et il a vraiment fait le taf pour ça. C'était vraiment sympa. J'ai mis quelques photos des figues peintes par mon oncle. Ouais, les tyrannies, là. Ils sont beaux, hein. Le trophée, entre autres, qui est une feuille de papier qui dit que j'ai gagné. Voilà. Donc là, j'ai eu un petit peu le seum. J'avais oublié que c'était pas un grand clash. Du coup, il n'y avait pas de trophée. Mais j'ai quand même gagné. Je suis quand même arrivé premier. C'est pas rien et je suis vraiment content. Non, mais carrément. Et puis 44 joueurs, donc c'est pas rien. Hein. Je suis en train de regarder là, les photos donc des autres tournois. Ouais, eh ben, on voit les tables. D'ailleurs, il y a des tables assez marrantes où on voit que le champ de bataille, c'est genre le monde de My Little Pony. Ouais. Il y a des peluches, des boules ou je sais pas quoi. Ouais. Fantastique, bizarre. Genre. Alors, la République tchèque, hein, tu sais, faut pas trop. Ça, directement. J'ai des racines tchèques, moi.
Eh ben écoute, en tout cas, ouais, Célétus, il déconnait pas. bravo Regarde, pour ta victoire, hein, franchement. ouais, merci. Mais regarde sur les photos, tu vois aussi que pour 40K, ils Ouais. avaient une table spéciale pour stream Oui, j'ai vu. Alors attends, faut que je la avec des retrouve. caméras au-dessus de la table, plus deux commentateurs qui commentaient en live. Ouais. Oh, c'était lourd. Et franchement, c'était Après, pas, c'était pas étonnant. Si GameMat était partenaire de l'event, voilà, je pense que Oui, ça leur a fait pas mal de promos et tout, donc. ouais, je pense aussi. Franchement, j'avais entre autres jamais vu ça. Celui d'Allemagne, il était différent parce qu'on était dans un complexe sportif. Ouais. Là, on était vraiment dans un gros hôtel qui était vraiment fait pour le tournoi, pour plusieurs events en plus. Non, ça déconnait vraiment pas. Ils avaient mis le pognon à l'intérieur, ils avaient stream le truc, ils déconnaient pas. Et c'était Ouais, vraiment bah, ouais. intéressant de voir ce que c'était des tournois. Alors, est-ce que tu referais ce genre de compétition? Est-ce que ça. Bon, là, avec le Covid, non, mais pour l'année prochaine, est-ce que. Mais en tout cas, oui, bah, avec moi, en tout cas, ça me dit vachement. J'ai vraiment aimé l'interaction avec des joueurs qui ne parlent pas français. Donc, tu parles en anglais avec eux, tu parles, tu vois d'autres types De méta, ouais. méta, entre autres, d'autres types de decklists. Tu changes, entre autres, de l'atmosphère française. Tu vois pas les mêmes joueurs. C'est totalement différent de ce que tu vois, ce Ouais, que ça tu fait une as expérience de d'habitude en dingue, tournoi. quoi. Et ce genre de tournoi organisé, énorme, avec énormément d'events, avec du streaming et des trucs où le mec avec le haut-parleur, il disait les scores et tout, franchement c'était lourd. Franchement, moi c'est quelque chose que j'ai envie de refaire. D'ailleurs, avec ma première place, j'ai pu avoir deux places gratuites. Donc une place gratuite pour le tournoi de Milan en Italie. Ouais. Donc bon, je sais pas, je pense qu'ils vont le reporter. Bah là, ouais, c'est tard. complètement annulé, ouais. Censé être le 5 mai. Et aussi une place, une entrée gratuite pour le prochain Grand Skirmish en Allemagne. Ah. Bon, moi, de toute façon, ces deux-là, je vais essayer d'y aller. Franchement, je veux y aller, je veux vraiment y aller. Et ça dépend des études et aussi de qui y va et si c'est facile d'accès. Ouais, puis là, je pense qu'en 2020, malheureusement, ça risque d'être. 2020, ouais, je pense Ça aussi. risque d'être compliqué, ouais. La proximité va pas être. Distanciation sociale. Elle va Exactement. jamais être respectée. Non, et puis même, ouais. Mm. Alors, merci à toi, Célétus, donc pour ton report de ce tournoi. Bravo encore une fois pour ta belle victoire. En plus, donc que des games intéressantes, serrées. Hein, c'était franchement intéressant. C'était aussi intéressant de voir donc toutes les decklists de tous les adversaires, un peu d'analyser tout ça. Ça peut vous-même vous donner des idées chez vous pour les copier, pour vous en inspirer. Ouais. On espère les deux dernières bandes, hein, donc les orques et les elfes noirs. On espère que ça va arriver. Les orques auront des profils intéressants parce que moi j'adore les Zoruk de base. Ouais. Et j'ai vraiment envie d'avoir un Gurzac 2.0, mais ouais. des cartes plus intéressantes, des profils plus intéressants. Carrément, ouais. J'ai envie de voir ça, tu vois. Carrément, ouais, des vrais brutes, quoi. Et surtout que les figues, elles ont vraiment. En plus, ah oui, lorsqu'il y a eu mon tournoi, je m'en souviens, ça devait être peut-être samedi, genre 3e round, il a projeté avec son projecteur les figurines sur le tableau blanc. Et j'étais là, genre, et on dirait du World of Warcraft. C'est génial, j'ai envie d'avoir ces figurines. C'est vraiment quelque chose. Alors, les figurines étaient vraiment bien faites, j'ai envie de les jouer, j'ai envie qu'elles soient intéressantes, que je m'amuse avec elles. J'ai envie d'avoir ces filles et de jouer avec elles. Yes, carrément. Écoute, Célétus, je pense qu'on a fait le tour. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Donc alors, ton oncle, il a un service de peinture ou... Alors mon oncle, c'est un hobbyiste de peinture, il adore les jeux de figues et il fait de la peinture à côté. Il a un compte Instagram et franchement tout ce qu'il fait, moi je le suis et j'adore ce qu'il fait.
Il a vraiment Alors, un talent. ce et que il je te s'améliore au propose, jeu. c'est que tu vas me donner son compte Instagram, son compte Facebook ou quoi, et moi je vais tout mettre dans le lien. Je vais le mettre dans Non, la lien de la vidéo. Comme ça, vous aurez qu'à cliquer. Ah ouais, ils sont. Putain, ces tyrannides, ils sont quand même archi cool. ouais, les tyrannides, ouais, je les ai pris en photo. Alors, non, c'est pas les siens. Ah, Parce que j'ai croisé lors de l'event. J'étais là, genre, ah, mais si j'avais des tyrannides, elles seraient peintes comme ça. Vraiment. Bon. ah, ils sont Gêné. magnifiques, ouais. Et Les jeune, tyrannides sont cool, ouais. et, genre, Ah, tu vois que c'est dangerosité naturelle, genre. ouais. T'as pas envie de t'approcher, tu sens la menace arriver. Non, mais c'est génialissime. Les techniques de peinture sont incroyables. Voilà. Yes. Bah oui, bah je t'envoie le lien. Et Yes, carrément. Merci, mon petit Célétus. Je pense qu'il est temps n'hésitez qu'on pas se sur des quitte. tournois comme ça, hein, même si vous êtes casual. Ouais, carrément. Alors, dès que Il la y a des situation. casuals qui vont, qui s'amusent, qui découvrent Ouais. entre autres le monde compétitif et même des fois qui sombrent. Non, mais ouais, en carrément. tout C'est cas, important n'hésitez pas, de. n'ayez pas peur, c'est vraiment casu friendly, on va dire. Ah, puis même, ça vous fait une expérience, ça vous apprend, voilà. Faut pas hésiter à s'inscrire au tournoi. Moi, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai. Alors, pas sur ce jeu-là, parce que malheureusement, j'organise plus que je ne joue. Mais sur certains jeux de cartes, c'est même en faisant des tournois que j'apprends à jouer. Tu vois, C'est toujours comme ça, en Ouais. casu, tu vas rester dans ton groupe, entre autres. Le plus Ouais, souvent, tu te rends vas pas voir compte. jouer contre les mêmes personnes. Mm. Et tu vas toujours voir les mêmes cartes et autres. Là, quand tu vas à l'extérieur, quand tu vas jouer un tournoi, tu vas vraiment voir du deck building intéressant, des joueurs qui ont créé, qui se sont peut-être inspirés d'autres decks, mais qui ont mis leur touche personnelle, ce qui est très important. Ne jamais copier à 100% un deck, car si tu ne le comprends pas, ça ne sert à rien de le jouer. Tu vois, Ouais, tu vas c'est jamais ça. réussir à le jouer. Il faut absolument que tu testes et ensuite que tu améliores ton deck par rapport à tes préférences, Yes. aux cartes que tu veux jouer, que tu trouves qu'elles ont de la valeur dans le jeu et qui ont un impact dans ton gameplay. Yes. En tout cas, ça doit être en lien avec ton style de jeu. C'était le mot de la fin de Célétus. Merci à toi, Célétus. Voilà, donc toi, on te retrouve dans la méta parisienne. Hein. Peut-être Voilà. je vais partir à Lille pour mes études, du coup, peut-être bon. au revoir. Eh ben, on te retrouvera à Lille, voilà. Et puis, ouais. Pouvoir refaire des parties à Magic Bazar. Hein, parce que carrément, ouais. j'ai envie carrément, de j'ai hâte. Puis il y a le championnat de France. Hein, il y a normalement le championnat de France. Hein, on va voir. Il faudra qu'on voie avec le magasin. Ouais, c'est encore en discussion, mais voilà, de toute façon, dès que j'ai des news, ça sera mis sur les Facebook, tout ça, il n'y aura aucun souci, on va communiquer dès qu'on a des informations. Allez, c'est le moment de se quitter. Merci encore, Célétus, pour ton partage. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et on vous retrouve très vite pour une prochaine Radio Princesse ou d'autres vidéos sur Force 12 P1. Merci. N'hésitez pas. Ouais. Vas-y, je t'ai tout coupé, désolé. Non, mais vas-y, si tu veux dire au revoir, il n'y a pas de souci, vas-y. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, car souvent je traîne dans les commentaires de Force 12 P1. Et j'aime bien répondre aux questions si jamais. Enfin, bien sûr, si c'est des questions à m'apporter et qui me semblent intéressantes. Ouais. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez. Allez, voilà. au revoir. Ciao.